on va commencer la table ronde pour qu'il fasse terminer cette soirée. Donc, je vais d'abord remercier les collègues qui sont là. Donc, on a plusieurs collègues. Un collègue de l'IJBA, qui est directeur de l'école de l'IJBA. Ils vont se présenter eux-mêmes, en fait. Et deux autres collègues universitaires. Et ensuite, un autre collègue qui est directeur, enfin, conservateur en chef, ou directeur de la bibliothèque universitaire. Directeur de la bibliothèque, voilà. Et on a essayé de composer un jury, un peu le... Enfin, jury. C'est la période des jurys en ce moment, donc il y a un moment des phasages en fin de journée. Voilà, c'est ça. On a essayé de composer une table ronde assez large avec la thématique suivante, c'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de réfléchir à voix haute sur la façon dont aujourd'hui on envisage, vous envisagez en fait, l'évolution de la situation en relation avec la création d'un colloque 2018 international Escarpi. Et dans la perspective, et le dernier qui va se présenter aussi tout à l'heure, c'est Monsieur Clerc qui est conservateur ici. L'idée, c'est donc on va vous donner la parole à tour de rôle, et dans un premier temps, chacun va dire comment il appréhende la question, quel est l'état de sa réflexion, évoluer ou pas évoluer, qu'est-ce qu'il envisagerait ou pas. On fera une synthèse, on essaiera de dégager, disons, des possibilités. Ça n'a pas une obligation. Il n'y a pas de contrainte pour l'instant, on dégage des pistes, certaines seront retenues, d'autres ne seront pas retenues. On ne sait pas encore quel format le colloque aura, si c'est 2 jours, 3 jours ou 15 jours. Mais dans 2-3 jours, effectivement, ça dépendra aussi de contraintes financières, mais je pense que de ce côté-là, on a déjà des réserves de garantie sur l'existence d'un colloque international. Après, en fonction des choix qu'on fera, effectivement, il y aura évidemment des dépenses qui seront associées, mais ne nous alimentons pas par les dépenses au départ. Essayons de concevoir ça dans le cadre d'échanges, de partage de savoir, de travail sur des corpus qui sembleraient intéressants, à la hauteur de vos ambitions et des situations que vous occupez aujourd'hui dans l'espace professionnel qui est le vôtre. Voilà, merci. On va commencer par qui? Voilà, on commence par notre collègue. Je te laisse la parole. Tu peux te présenter. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais d'abord remercier Franck de m'avoir invité à cette table ronde de clôture. Je voudrais par avance que vous m'excusiez parce que j'ai absolument un train à prendre. C'est le dernier train de la journée, je ne peux pas le rater. Et donc, je vais partir dans un quart d'heure. Donc, je vais être très rapide pour cette raison-là déjà. Et également parce qu'on est nombreux à parler et que je veux que tout le monde, évidemment, ait son temps de parole. Alors, donc, moi, je suis Véronique Béguin. Je suis professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne. Rattachée au département des études des mondes anglophones, donc angliciste de formation, et intéressée principalement par 2 champs de recherche. D'une part, la littérature américaine, qui est ce à quoi j'ai été formée, puisque ma thèse portait sur la littérature américaine, et mon HDR en grande partie aussi. Et puis, un deuxième champ de recherche qui a déjà quelques années dans ma carrière, donc, qui est le champ de la traductologie. Donc le terme ne paraît pas familier à tout le monde, donc en 2 mots, la traductologie, c'est l'étude de la traduction, sous toutes ses formes. Donc c'est un champ très très vaste qui inclut tout un tas de dimensions, dont la sociologie de la traduction, et où je m'arrêterai un petit peu là-dessus. Donc Franck m'a sollicité, je le remercie, pour que je me penche un peu sur Robert Escarpit, que je dois dire que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas, en tout cas, je connaissais évidemment son nom, les titres, etc. Et je pense que c'est un premier constat à faire. En tant qu'angliciste, donc formé dans des universités françaises aux études anglophones, je n'ai jamais entendu parler d'Escarpit. Ma génération n'a pas du tout été formée à la pensée d'Escarpit. On ne m'a rien fait lire d'Escarpit. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que en tant qu'angliciste, et pour ma génération en tout cas, il ne représentait pas grand-chose. Alors c'est aussi parce que ces domaines de recherche dans l'anglistique ne sont pas exactement les miens. Puisque moi je suis américaniste et que lui s'est peu intéressé à la littérature américaine. Alors malheureusement heureusement et malheureusement il s'est intéressé à Hemingway, mais je dis malheureusement parce que le SCD
ne possède pas ce petit livre sur Hemingway, d'après mes recherches sur Babor. Et, formidable. Mais je relève le défi. On l'aura Non, mais à la fin du mois. je m'y suis prise assez tard, il faut dire, et donc du coup, j'avais plus le temps de faire appel auprès d'Interbibliothèque. Donc voilà, c'est l'ouvrage que j'avais vraiment envie de lire dans sa bibliographie. Mais évidemment, j'ai plaisir à le faire plus tard. Donc voilà, ce côté américaniste, il y a Hemingway, mais l'essentiel quand même, c'est donc Byron, c'est Kipling, et un précis d'histoire de la littérature anglaise, qui est un précis d'usage scolaire. Bon, je ne vous redonne pas les dates, etc., parce que c'est pas utile à ce stade-là. Et alors, côté donc américanistique, en dehors d'Hemingway, il y a un article que j'ai lu, du coup, parce qu'on avait à l'ADE, qui est paru dans la Revue française d'études américaines en octobre 1977, qui s'appelle Réévaluation de l'humour. Alors, je ne vous ferai pas un résumé que je me suis fait pour moi-même de cet article. Bon, en fait, il publie dans la Revue française d'études américaines, mais on sent que c'est une œuvre de commande, parce qu'il n'est pas américaniste, de toute évidence, et donc il parle beaucoup de l'humour anglais, en fait, hein, il parle de ce qu'il connaît. Et quand même, au bout d'un moment, il dit, bon, alors voilà, il y a un apport de l'humour américain, c'est l'humour de l'individu ordinaire, alors qu'en Angleterre, c'est plutôt le code intellectuel d'une élite. Bon, puis il tient 2-3 propos sur l'humour américain, il parle de Twain, bon, évidemment, figure attendue dans ce domaine, Mark Twain. Et puis il fait quelques parallèles avec Alphonse Allais, Anatole France, Chesterton. Bon, enfin bref, il parle pas vraiment d'humour américain et on sent que c'est pas un américaniste. Donc c'est pas ça qui m'a intéressé principalement à ce stade. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce que je suis allée chercher dans deux ouvrages, dans sociologie de la littérature, dans deux domaines, la sociologie de la littérature, et puis également dans le domaine de la traduction, ce qu'il a pu écrire dans la Révolution du livre. Alors, assez rapidement, pour ce qui est de la sociologie de la littérature, ce qui m'a intéressé, c'est donc, son intérêt pour le contexte et pour l'examen des conditions de production, le fait que donc sa démarche de sociologue de la littérature va l'amener à élargir le champ de ses investigations bien au-delà du canon. Ça m'intéresse parce qu'en traductologie aussi, finalement, on constate un intérêt pour des corpus non canoniques. Chez les traductologues, évidemment, il y a toute une recherche très active depuis un certain nombre d'années autour de la littérature populaire, la littérature pour la jeunesse, le récit de voyage. Voilà. Donc cette dimension, cet intérêt pour les littératures non canoniques, pour la littérature populaire, c'est quelque chose qui paraît intéressant et qui en plus, à l'époque où ça émerge chez lui, n'était pas forcément évident par rapport à l'institution. Donc voilà, donc cette approche non essentialiste, non normative, qui va inclure dans le champ littéraire toute œuvre qui n'est pas un outil mais une fin en soi, ce qu'il indexe de la notion d'aptitude à la gratuité comme critère définitoire. Tout ça, je trouve ça très intéressant. L'autre chose aussi par rapport à cette démarche de sociologie du livre et de la lecture, c'est qu'a émergé dans le monde et en France plus récemment ce qu'on appelle la sociologie de la traduction, donc un champ à l'intérieur de la traductologie mais aussi à l'intérieur de la sociologie, donc à l'intersection de la traductologie et de la sociologie, qui est un champ en pleine effervescence à l'intérieur des études traductologiques, qui est un champ qui va aussi à rebours de l'approche formaliste, comme lui. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi pour moi de le remarquer et de m'y intéresser. Il y a chez le sociologue de la littérature qu'il est une attention au lecteur, et non plus seulement à l'auteur et au texte, comme dans les périodes précédentes, et forcément, le sociologue de la traduction, lui-même, et plus largement le traductologue, sont des gens qui vont pouvoir le rencontrer sur ce terrain-là. En France, donc, c'est un courant important, traductologie, sous l'influence de Bourdieu. Alors, ça, c'est un autre élément intéressant, c'est que la sociologie de la traduction en France, elle se fait beaucoup à partir des travaux de Bourdieu. Et j'ai très peu rencontré, dans les travaux de sociologue de la traduction, de référence à Escarpite. Donc ça peut être une première enquête à mener. Pourquoi Bourdieu et pas Escarpite? Qu'est-ce qui explique finalement la prédominance de l'un sur l'autre dans l'influence sur les études en sociologie de la traduction? Et puis, je suis allée voir, et c'est ce qui m'a le plus intéressé à ce stade, je suis allée voir dans La Révolution du livre, donc son ouvrage paru en 65, un sous-chapitre qui fait une quinzaine de pages, et qui est consacré à la traduction dans le monde,
alors à ce qu'on appellerait maintenant les flux de traduction. C'est intéressant d'ailleurs parce que lui, il en parle comme des courants de traduction. Donc maintenant, le terme admis, c'est flux de traduction. Et qu'est-ce qu'il fait donc dans ce sous-chapitre? En fait, il adopte une méthode statistique qui collecte des données. Donc il a une approche sociologique quantitative, descriptive, analytique, qu'on retrouve chez quelqu'un qui est une des figures majeures de la sociologie de la traduction actuellement, qui est Gisèle Sapiro. Et comme elle, et comme d'autres, il s'appuie sur l'index translationum pour produire une série de tableaux. Bon, on s'y est habitué, mais je pense que c'était assez nouveau pour l'époque. C'est quand même un ouvrage qui paraît en 65, donc c'était assez précoce de ce que je connais. Et donc il va en tirer un certain, il va faire un certain nombre d'observations en regardant les chiffres, il va en tirer un certain nombre de conclusions. Par exemple, que le rôle de la traduction comme moyen de communication internationale est faible, que la part du lion, bon, elle revient à l'anglais, ça, d'autres l'ont dit et redit depuis, mais lui-même l'avait déjà constaté à partir de ses enquêtes. Il distingue donc ce qu'il appelle des grands courants d'échange, ce qu'on appellerait maintenant des flux de traduction. Il distingue le Royaume-Uni comme un anticyclone littéraire, puisqu'il explique que les courants émanent du Royaume-Uni, mais qu'il n'en appelle pas, un certain nombre de données. Et puis, là où ça m'a particulièrement intéressé, je vais m'arrêter là-dessus, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter sur ce point en particulier, c'est son pessimisme. Il est très pessimiste dans ce sous-chapitre sur l'évolution du marché de la traduction. Et là, ça m'a intéressé parce que, d'une certaine manière, je crois qu'il se trompait. Mais il se trompait parce qu'il lui manquait des données qu'il ne pouvait pas avoir, puisque l'histoire a changé un certain nombre de choses dans ce domaine. Donc il se trompait sur l'idée que le marché de la traduction était voué à stagner. Il se trompait concernant certains pays du moins, notamment la France. Et pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il ne pouvait prévoir concernant la France, c'est une première analyse que je vous livre maintenant, c'est vraiment à affiner. Il pouvait prévoir en fait le rôle qu'allait jouer en 1973 la fondation du Centre national des lettres, qui évidemment allait, par le biais d'aide à la traduction, d'aide aux traducteurs, de bourses, donner une énorme impulsion à la traduction littéraire en France. Et puis, dans le sillage de la fondation du Centre national des lettres aussi, tout un tas de structures, cette fois à l'échelon régional, qui vont voir le jour. On en voit maintenant ici finalement le résultat à travers l'agence ECLA, mais il y en a des équivalents dans d'autres régions de France. Bon, l'agence ECLA était particulièrement active dans le domaine de la traduction, donc c'est une agence exemplaire. Pardon ? Bernicenne dans le sud. Oui, non, mais alors, ça c'est autre chose, je vais en parler dans un instant, mais là je suis sur la représentation des autorités nationales et locales, donc le CNL et puis les agences locales qui apportent des aides donc aux traducteurs, aux éditeurs. Deuxième élément, alors oui, une chose intéressante à remarquer, c'est que le CNL a été fondé donc en 73, et que donc dans son sillage, en fait, il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important, qui est un angliciste, justement, qui s'appelle Jean Gattegno, qui a été directeur du livre au ministère de la Culture sous Jack Lang, donc qui est arrivé aux manettes en 81, dans le sillage donc, de l'élection de François Mitterrand. Et Jean Gattegno, c'était quelqu'un qui était donc un spécialiste de Lewis Carroll, que j'ai eu la chance de connaître, avec qui j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé avec lui notamment sur une pléiade de Lewis Carroll au début de ma carrière. Et Jean Gattegno était non seulement un angliciste, mais aussi un traducteur de l'anglais. Et évidemment, ça a été un élément très important pour expliquer l'attention portée à la traduction aux traducteurs. Je ne sais pas s'il a connu Gattegno à un moment ou à un autre, c'est possible, oui, j'imagine que oui. L'autre institution qui a joué un rôle important, c'est à la même époque, l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a émergé aussi dans les années 70. Et donc, Gattegno, plus le CNL, plus l'ATLF, plus Actes Sud, j'y viens, et donc du coup la création des assises de la traduction littéraire en art, tout ça fait que la France est devenue un pays où, bon, tout est relatif parce que les traducteurs restent mal payés, les traducteurs littéraires, mais un pays où on soutient fortement la traduction des œuvres étrangères, et de ce fait, du coup, les statistiques que lui épluche dans les années 60, elles ne sont pas révélatrices de ce qui va se produire, de ce qui va s'amorcer, me semble-t-il, par la suite. Bon, ça mérite d'être exploré plus en détail, c'est une première hypothèse de travail. Alors,
deuxième chose, d'ailleurs, la question qu'on peut se poser à cet égard aussi, c'est est-ce que lui-même n'y a pas eu sa part? Ça, c'est une question que je pose. Je ne sais pas dans quelle mesure. Alors, vous me dites que finalement, il ne s'intéressait pas tant que ça à la traduction. Donc, mais est-ce qu'il a pu, au fil de discussions avec un certain nombre de gens aussi, peut-être contribuer à, puisqu'il avait fait ce constat assez négatif dans les années 60, il a pu contribuer aussi, par le biais de ce constat, puis de discussions ultérieures, à amorcer un mouvement pour aller justement en sens inverse. Certainement parce que Denise Escarpi faisait des traductions. Ah, voilà. Donc il est possible qu'il ait été sensibilisé à cette question. Donc il faudrait aussi que j'aille regarder du coup le corpus Denise Escarpi. Je pense aussi qu'il en a parlé avec Jean Gattegno. D'accord. Parce que tout a changé au ministère de la Culture oui. à partir du moment où Jean Gattegno est arrivé. C'est arrivé, bien sûr. C'est clair. Tout à fait. Bon, bah donc ça, c'est intéressant parce que ça me permet effectivement d'imaginer, de développer une recherche, disons, de développer des hypothèses de travail qui vont dans ce sens-là. Et puis, effectivement, aller regarder du côté des corpus de traductrices de Denise Escarpi. Pour une hypothèse de travail, oui, mais pour des réalisations, non, voilà. Vous ne traduisez pas. Voilà. Bah, c'est un travail de tâcheron. Ah, ne dites pas ça à une traductrice, qui a la foi. Ça dépend comment on le voit. Oui, c'est un très long débat. La révolutionnaire, la perception qu'on a en français de la littérature russe, oui. On parle toujours de Markovitch parce qu'il sait très bien se faire valoir dans les médias, mais il y en a d'autres. Alors, bon, excusez-moi, je suis obligée d'accélérer un petit peu pour passer la parole à mes collègues. Bon, il est très sévère sur les traducteurs, cela dit, ça m'a frappé, puisque dans ce même sous-chapitre, il dit qu'ils sont le plus souvent médiocres. Alors, je pense que c'est à la fois vrai et pas vrai, mais je crois qu'à son époque, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant de trouver ça sous sa plume, parce qu'effectivement, à son époque, on est dans une époque de pré-professionnalisation des métiers de la traduction. On est dans une époque, effectivement, où on voit des gens de toutes sortes s'improviser traducteurs, et donc beaucoup de traductions qu'on trouve sur le marché sont effectivement extrêmement médiocres. Donc, il est sévère parce qu'il y a quand même de bons traducteurs à cette époque-là, mais je pense que son constat part de réalité tout à fait exact. Voilà, donc depuis les choses ont changé, non seulement il y a eu une professionnalisation du métier du traducteur sous l'impulsion de Jean Gattegno, de la TLF notamment, mais aussi un niveau d'exigence accru, ça va de pair de la part des éditeurs, et puis ensuite il y a eu aussi le fait qu'on a ouvert un certain nombre de formations à la traduction partout en France, dont la nôtre, à l'université Bordeaux-Montaigne. Voilà. Et puis il y a une dernière chose, il esquisse un rêve assez intéressant à la fin de ce sous-chapitre, qui est celui de faire travailler un auteur avec des traducteurs en plusieurs langues à l'échelle européenne. Et là, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est fait. Quand il dit, bon, on pourrait imaginer que, etc., je pense que ça n'existe pas, il faudrait regarder dans les faits, mais ça s'est fait. Et ça s'est fait notamment autour de Günter Grass. Günter Grass, c'est quelqu'un qui réunissait à chaque nouvelle parution d'un roman de lui, tous ses traducteurs, en un même lieu, et pendant plusieurs jours, ils débattaient ensemble des problèmes posés par le nouveau livre et cherchaient des solutions. Bon, avec ensuite évidemment, il n'y avait pas de contraintes, c'est-à-dire que les traducteurs sortaient de là avec des idées sur la manière de résoudre les problèmes, mais chacun ensuite dans son coin bricolait ses solutions. Hein. Mais donc, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce de côté visionnaire, du coup, qui consiste pour lui à dire, tiens, on pourrait imaginer de faire travailler un auteur avec des traducteurs, et voilà. Ça s'est réalisé notamment autour de Günter Grass. Je crois qu'il y a eu d'autres expériences, je connais un peu celle-là parce que j'en ai entendu parler dans un colloque, mais c'est vraiment quelque chose qui finalement a fini par exister. Voilà. Et il imagine parallèlement une aventure d'édition collective entre les pays européens, avec le partage des coûts. Alors ça je ne sais pas, je crois que ça a été tenté, mais je n'ai pas de données précises à ce stade, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Donc voilà, donc, dans les pistes possibles que j'imagine à l'articulation de mon domaine et du sien, des siens, de mes domaines et des siens, il y aurait peut-être quelque chose autour de Escarpi, professeur de la sociologie de la traduction, bon, ça pourrait être travaillé. La question surtout de savoir pourquoi les sociologues de la traduction travaillent à partir des textes de Bourdieu et pas à partir de ces textes. Ça, c'est quelque chose qui peut être exploré. La réception de ces travaux dans le monde anglophone, ça on en a parlé, on pourra l'évoquer une autre fois aussi, comment il a été traduit lui-même et comment il a été accueilli à partir des traductions qui ont été faites. Et puis,
peut-être aussi une enquête auprès des anglicistes qui l'ont connu, qui l'ont lu, qui ont travaillé avec lui, des spécialistes de l'humour notamment. Voilà, donc ça c'est autre chose, encore une autre piste. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là de mes recherches et avec l'expertise qui est la mienne. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Ce sera très rapide, parce que on me disait vos réflexions évoluées, moins évoluées. La mienne est très peu évoluée, elle a démarré aujourd'hui, donc elle est toute fraîche. Donc j'étais très très heureux de vous écouter, vraiment très heureux. Un petit peu confus donc de ne pas avoir grand chose à apporter à tout ce que vous avez dit, mais en même temps très heureux par la richesse de cette journée, à la fois sur Robert Ascarpi. J'ai beaucoup appris, ce qui montre en partie aussi l'étendue de mon ignorance, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Et en même temps, je trouvais que vous aviez posé des questions qui étaient des questions très générales et très tournées aussi vers l'avenir. Et ça me paraît aussi très très intéressant. Et je les ai écoutées donc avec mon oreille, et donc ça me permet de me présenter. Donc, puisque moi je suis littéraire, donc professeur de littérature française à Bordeaux-Montaigne, de littérature française du XXe siècle, et depuis quelques années déjà, plutôt intéressé par les rapports entre, je dirais, le monde de la presse et le monde de la littérature, les écrivains, les journalistes, bref, entre ces producteurs qui sont des producteurs un petit peu multifaces ou multicartes. On a parlé, aujourd'hui tout le monde peut être auteur, mais là, bon, il y avait ces auteurs qui à la fois produisaient dans le monde de l'édition, de la littérature classique, mais aussi dans le monde de la presse, et je m'intéresse depuis pas mal d'années à ces relations-là, qui sont à la fois des relations entre des productions, des écrits, comprendre l'équilibre entre ces différentes facettes de leur production. Alors quand je dis, je donne quand même un petit cadre, hein. J'ai surtout travaillé sur les auteurs du XXe siècle, ou les écrivains journalistes du XXe siècle, mais depuis quelques années aussi sur, je dirais à partir des années 1830, à partir de la naissance de la presse moderne, on a là des figures extrêmement importantes, en gros, depuis la presse de Girardin, Delphine de Girardin, et puis Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Frédéric Soulier, tous ces gens, et à travers tout le XIXe siècle, c'est-à-dire entre comprendre, essayer d'analyser, d'évaluer l'équilibre entre ces deux types de production pour un même auteur, équilibre en termes de volume, équilibre en termes de diffusion, équilibre en termes de notoriété, mais également la circulation, la complémentarité, la convergence ou la divergence, la porosité ou au contraire, l'étanchéité entre ces différents types de production, les passages entre ce qu'on écrit d'un côté, ce qu'on écrit également de l'autre, également en termes de posture, en termes de construction d'une image, hein, parce que à travers ces différentes facettes, à travers ces différents espaces d'intervention dans le domaine public et dans le discours public, une image se construit, et bien sûr, chacun était très très soucieux de l'image composite hein, qu'il pouvait organiser autour de ses chroniques, de ses reportages, de ses romans, de sa poésie, de son théâtre, quand tout ça se mêlait dans une même production. En gros, ça pose des questions de poétique, ça pose des questions également d'histoire, l'histoire des médias, l'histoire de l'édition, ça pose des questions également de sociologie des producteurs. Bref, ça pose de nombreuses questions croisées. Et en écoutant aujourd'hui, bien évidemment, tout ce que vous apportiez à propos de Robert Ascarpi, je retrouvais quand même Ascarpi aussi dans cette longue histoire hein, de celui qui est à la fois écrivain, puisqu'il y a une œuvre littéraire, et peut-être qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'œuvre littéraire, c'était peut-être pas au premier plan des préoccupations aujourd'hui, en tout cas il y a une œuvre littéraire, il y a une carrière de journaliste et d'homme de presse extrêmement importante, extrêmement continue. J'étais impressionné par les 10 000 billets, hein, j'y reviendrai peut-être un petit peu. Donc il y a ça, et puis il y a également cette autre carrière qui est la carrière universitaire, le savant, le scientifique, hein, qui va construire des outils, des théories, qui va proposer, et qui va également construire sur le plan institutionnel. Et en écoutant cela, je me disais, finalement, je repassais un petit peu comme ça, je faisais défiler un certain nombre de figures, et je me disais, bon, des grands journalistes qui ont été aussi des grands universitaires, il y en a eu, il y en a encore, hein, bon, qui ont été dans le domaine de l'histoire, des grands sciences politiques, économie, histoire, etc., etc. Peut-être un petit peu dans le monde de la littérature aussi. Des grands écrivains qui ont été des hommes de presse importants, il y en a eu. Hein. Mais quelqu'un qui aurait été à la fois un écrivain, un homme de presse
et un universitaire aussi reconnu que lui, qui unissait effectivement les trois facettes. Il y en a peut-être pas tant que ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a à la fois là, un triple positionnement dans l'espace social, et puis une triple production aussi. C'est-à-dire, il peut être intéressant aussi de regarder les écrits et de mettre en confrontation les écrits de presse, les écrits littéraires, et puis cette production qui est une production qui analyse aussi le discours littéraire et le discours social. Donc il y a là tout un ensemble qui est d'une très très grande cohérence et d'une très grande richesse. Donc effectivement, bon, voilà, on écoute, on est très impressionné par ce que les spécialistes nous apportent, mais en même temps, en soi, on ramène aussi quand même un petit peu à ces centres d'intérêt ce que j'ai fait, d'autant que, et je dirais d'ailleurs que peut-être que c'est la production littéraire qui va m'intéresser le plus. Hier, j'ai croisé une amie qui est une très bonne spécialiste de science-fiction française du XXe siècle et qui me disait, surtout, dites demain comme moi, la production de science-fiction d'Escarpit, ça m'intéresse et ça nous intéresse, et donc on est prêt à travailler là-dessus. Donc voilà, donc je tenais à le dire aussi. D'autant que, et je terminerai là-dessus, à travers cet intérêt pour les écrivains journalistes, et parce que je travaille à Bordeaux, mais en même temps les liens entre Escarpit et Bordeaux ont été très largement évoqués, je me suis beaucoup intéressé à Mauriac, qui est une autre grande figure, effectivement, de l'écrivain journaliste au XXe siècle, et aux écrits de presse de Mauriac, et justement aussi à cette approche globale d'une œuvre qu'il est difficile de cloisonner ou de fragmenter, et notamment, puisque ça a été évoqué aussi, puisque Franck le disait, nous travaillons, d'ailleurs en étroite collaboration avec le SCD qui nous apporte un appui méthodologique tout à fait important depuis le début, à la numérisation des textes de presse de Mauriac. Donc, il y a aussi cette réflexion sur une part d'une production d'un auteur et sur l'usage que l'on peut en faire, dans quelle perspective on peut s'inscrire de valorisation aussi de cette part de sa production, mais en même temps, et c'est peut-être beaucoup plus limité, beaucoup plus ciblé comme réflexion, mais je m'interrogeais aussi sur ces liens éventuels entre Escarpit et Mauriac, liens directs, personnels probablement pas, mais en même temps confrontation à distance probablement en tant qu'éditorialiste, en tant que chroniqueur et comme de presse, avec leur rapport aussi, pour Mauriac ça comptait quand même beaucoup, le rapport avec les écrivains bordelais ou la dimension aussi bordelaise, donc c'est aussi peut-être une piste. Mais en tout cas, je dirais que replacer cette figure d'Escarpit dans cette longue histoire de ces écrivains journalistes avec la dimension très particulière et très forte et très spécifique qui est la sienne, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi je suis François Simon, je suis directeur de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, donc je remercie Franck Cormeret de nous avoir associés et je m'excuse de n'avoir pas pu arriver plus tôt, j'avais d'autres activités aujourd'hui, mais je voulais remercier aussi Jean-François qui m'avait permis de lire son texte avant de vous le présenter, et donc je pense que de ce point de vue, l'œuvre de Robert Escarpit, journaliste, a été tout à fait convenablement évoquée. Alors, dans la mesure où nous devions nous compléter, je me suis intéressé, moi, à l'activité de sociologue de Robert Escarpit, et en particulier, j'ai été très frappé parce que je pense qu'aujourd'hui, on mesure vraiment sa dimension visionnaire et vraiment, oui, son rôle précurseur. J'ai été très frappé en relisant un petit peu certains de ses livres par la notion d'hyperdimension. Donc c'est une notion qu'il développe dans son livre écrit dans les années 80, donc Théorie de l'information et pratique politique, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui entre en résonance, qui produit aujourd'hui encore un écho et qui permet en tout cas de penser le monde, y compris dans ses évolutions les plus récentes. Alors, je ne sais pas si au cours de cette journée vous avez évoqué ce concept, mais je me suis
permis de faire un petit résumé de cette notion et pour essayer de montrer en quoi j'y trouve un grand intérêt. Donc pour Robert Escarpit, les sociétés humaines et les appareils politiques peuvent connaître 4 types de ce qu'il appelle des situations dimensionnelles. Alors il y a tout d'abord la situation de groupe. Tous les individus sont interconnectés et unis par un consensus plus ou moins égalitaire qui permet l'élaboration d'une identité collective. Il y a ensuite la situation de petite dimension, qui se caractérise par l'apparition d'appareils politiques dotés d'un fonctionnement assez simple et surtout proche des gens, qui fait que tous les individus contrôlés par ces appareils peuvent participer aux échanges d'informations, s'identifier, se reconnaître dans ces constructions politiques. Et puis, il y a ce qu'il appelle la situation de grande dimension. On a affaire ici donc à des appareils politiques complexes, comme celui de l'État, qui étendent leur emprise sur un territoire délimité, qui contrôlent tout ou partie des systèmes existants sur ce territoire et qui tentent surtout d'imposer une identité symbolique. Pour y parvenir, nous dit Robert Escarpit, il n'hésite pas à recourir à ce qu'il appelle des manipulations unificatrices. Et on arrive enfin à la situation d'hyperdimension. Dans ce cas de figure, plus aucun appareil politique ne peut assurer le contrôle intégral de l'information produite. Dans un ensemble de systèmes devenus trop grands et trop hétérogènes pour posséder une identité réelle ou symbolique. Robert Escarpit souligne d'emblée qu'il n'y a pas de succession chronologique entre les 4 situations décrites, mais que ces 4 situations ont toujours coexisté et réagi les unes sur les autres. Il fustige alors ce qu'il appelle la propagande du totalitarisme technocratique qui cherche à imposer le mythe de la communication mécanique. Et Robert Escarpit conclut en y voyant une tentative désespérée des appareils économiques et politiques pour tirer profit et pouvoir du géant hyperdimensionnel qu'ils ont créé et qui, culbutant sur ses pieds d'argile, menace de s'écrouler sur eux. Voilà, il me semble qu'il y a en tout cas matière à discussion autour de cette approche qui, donc je le rappelle, date des années 80, dont on peut aujourd'hui percevoir une actualité à la fois dans le paysage du développement du numérique et dans la crise de ce qu'il faut bien appeler le politique. Et de ce point de vue-là, sans doute que cette fulgurance, cette intuition, en tout cas de Robert Escarpit, qui date donc d'il y a plus de 40 ans, mérite tout à fait d'être explorée. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis Grégory Miura, directeur du service des bibliothèques de l'université Bordeaux-Montaigne. Et ma présence ici, et je remercie Franck Cormeret d'avoir fait appel à moi-même, mais surtout à l'équipe que je représente, s'explique déjà, et l'exemple d'Escarpit est intéressant, on va le voir à plusieurs reprises, au-delà de sa personne, par un souhait de positionner vraiment les bibliothécaires à l'université, un peu avec la révolte que nous expliquait Escarpit tout à l'heure en disant qu'il en avait marre de son métier, de parler de ceux qui font des discours et qui voulaient essayer de comprendre. L'idée c'était un peu de se révolter, que le bibliothécaire pouvait s'affranchir de la bibliothèque et aller avec les chercheurs travailler en soutien de leur activité scientifique, à l'ingénierie de leur projet. Et c'est vraiment dans cette logique de travailler avec vous tous, à l'appui de vos activités scientifiques, une version revisitée du bibliothécaire hors les murs, un peu, que je suis là. Mais en même temps, sur le cas d'Escarpit, c'est quand même un cas bien particulier pour moi. D'une part parce que quand Franck est venu nous voir avec tout un programme d'activité sur lui, tout de suite, et c'est assez naturel dans le monde des bibliothèques, a fait remonter en moi toute ma période de préparation des concours de la fonction publique et des concours de bibliothécaires et de conservateurs de bibliothèques, parce qu'Escarpit fait partie des lignes, des bibliographies et des passages quasiment obligés pour entrer dans ces métiers des bibliothèques. C'est-à-dire que dans mon milieu à moi, il fait partie de ces classiques du fait de ces réflexions
sur le document ou sur la sociologie de la littérature. Et je vais revenir sur ces points-là. Moi, l'interrogation qu'il porte sur le document et la question de Georges Clerc tout à l'heure sur quelle était la place de l'archiviste, du bibliothécaire par rapport à cette nouvelle vision du document, moi, elle ne m'inquiète pas parce que j'ai toujours trouvé beaucoup de grandeur dans notre métier à être au service de la relation du document à son utilisateur, que ce soit un chercheur ou que ce soit le grand public. Et que finalement, il y a de la grandeur à être au service parce que quelque part, on est leader d'une réflexion autour de la question de l'accès et d'autre part de la déconstruction de ce qui amène au document. Et quand on s'interrogeait tout à l'heure sur la relation entre données et documents, qui est un axe qui me semble intéressant, finalement, depuis l'Antiquité, les bibliothécaires, mes prédécesseurs à Alexandrie, comme les collègues qui travaillent dans l'équipe aujourd'hui, produisent des données sur les documents. Le catalogage, un catalogue de bibliothèque, c'est quoi? C'est une accumulation de données raisonnées sur des documents. Et qu'on se rend compte, de mon point de vue, que l'un ne chasse pas l'autre, mais qu'au contraire, documents et données forment un système et que le numérique, aujourd'hui, permet de donner un impact à ce système, une dimension et des formes d'exploitation qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on a fait beaucoup de parcours historiques aujourd'hui, de voir que le tournant de la réflexion sur le regard d'Escarpit dans les années 70, autour de l'auteur vers la réception, de la sociologie qui entoure la littérature, de l'interrogation du statut du document, le monde des bibliothécaires et les bibliothécaires, eux, se sont posé des questions une décennie plus tôt, dans les années 60, sur comment avoir une approche encore plus raisonnée, quasi machiniste, de la production de données autour des documents. Et les bases du catalogage qu'on pratique aujourd'hui ont été posées quasiment au même moment, au tournant des années 60 et 70. Donc il y a une communauté de périodes qui est intéressante. Et Escarpit, comme ça, entretient avec le monde des bibliothèques un nombre de relations assez important. Franck évoquait tout à l'heure le terme de polygraphe à son endroit. Du point de vue du bibliothécaire qui cherche à organiser la connaissance du monde à destination des autres, moi j'ai presque envie de parler de lui en tant plus que polygraphe, qui peut parfois être un peu connoté de manière pas toujours très positive, de polymathe. C'est-à-dire celui qui cherche à avoir une connaissance approfondie de plusieurs domaines. Et je pondérerai un petit peu la question entre comparatistes et spécialistes de la littérature, d'introduire des zones de flou parce qu'on élargirait la focale. Être polymathe ou s'intéresser à plusieurs domaines ou faire de l'approche comparée, c'est aussi être capacité d'apporter un regard différent sur un secteur qui n'est pas son secteur d'origine, que les animateurs de ce propre secteur ne seraient pas forcément en capacité d'apporter. Et donc, il y a comme ça, dans l'œuvre de cet homme, quelque chose, une volonté d'avancer, mais aussi d'avancer sur les côtés, en quelque sorte. Et pour les bibliothécaires qui ont comme presque lubie, voire névrose, de vouloir organiser le monde et en essayant en plus de suivre son adaptation, ce qui nous cause des troubles psychologiques assez graves. Du coup, c'est intéressant de voir des auteurs, des créateurs, des chercheurs tenter par la pratique cette même approche. Donc, pour moi, Escarpit, c'est quelqu'un qui est présent comme ça, comme je le vois encore sur mes biographies de révision et sur les fondamentaux qu'on était censé connaître pour entrer dans le métier. Et à l'époque, je trouvais même que ce nom résonnait d'une certaine familiarité, mais que à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, que je ne comprenais pas encore. Et vous allez voir pourquoi. Dans les pistes à explorer, outre cette relation au questionnement de la diversité du document, de la donnée, donc ce tournant-là, moi, un autre élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on a ici une trajectoire d'un homme qui sert de grille de lecture à un ensemble de connaissances assez vaste.
et donc d'essayer de donner, ce que Franck d'ailleurs a fait tout à l'heure dans son intervention, en montrant, moi ce qui m'a intéressé c'était la juxtaposition des 3 œuvres des années 70, en commençant par la sociologie de la littérature et les suivantes, qui posent une sorte d'essayer de trouver où est la colonne vertébrale de tout ça, en fait. Le pivot, il est où? Et à partir duquel on peut rayonner. Et dans une approche numérique de son œuvre, puisqu'un corpus numérique a besoin d'un référentiel, d'une structure, cette interrogation-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'il faudrait éviter de donner à voir un ensemble numérique sans projet de proposer de nouvelles lectures ou grilles de lecture, quelque chose d'un peu vain, voire d'un peu artificiel. Alors oui, on diffuse à distance de la donnée, c'est très bien, on permet de pérenniser de la donnée qui peut être sur des supports fragiles, c'est encore mieux, mais de permettre des lectures qu'on n'aurait pas, qui sont plus difficiles sur la base des documents d'origine, ça c'est encore mieux, et c'est là que le numérique prend son sens. Et pour moi, avec cette hauteur-là, il y a quelque chose à faire, il y a un défi à relever. Troisième élément très important, c'est que pour moi, Robert Escarpit fait quelque chose qui est fondamental pour le bon exercice du métier de bibliothécaire, c'est qu'il s'inscrit dans une tradition française globale de l'histoire du livre, c'est-à-dire qu'il me semble qu'entre Lucien Febvre et Roger Chartier, sur le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas parler du texte uniquement du point de vue de l'auteur, du créateur, mais qu'il faut en voir et les conditions de production, et les conditions de diffusion, et les conditions de réception, et que la clé du métier de bibliothécaire, c'est bien de donner à voir ces différentes dimensions, c'est-à-dire que je fais toujours... moi j'ai ce schéma-là profondément ancré dans ma pratique professionnelle. Aujourd'hui, quand j'ai des étudiants en cours de recherche documentaire, on va sur Wikipédia, et la question, c'est pas de savoir si Wikipédia, c'est le mal incarné de la connaissance, et si ils vont être brûlés en place de grève par l'enseignant-chercheur si jamais ils apprennent qu'ils l'ont utilisé, c'est plutôt de leur expliquer comment on arrive à une page Wikipédia, comment la connaissance a été produite. Du coup, comment on peut s'en servir, s'en défier, ou la comparer avec d'autres modes d'appropriation ou de diffusion de la connaissance, et donc quelque part de les rendre, de remettre au goût du jour les fondamentaux de l'analyse critique du document, et ce que fait Escarpit, comme ce que fait toute la tradition française d'histoire du livre, et qui est fondamentale quand même dans l'histoire des sciences humaines, à un échelon quand même international, c'est à un moment donné qu'on a été, dans ce XXe siècle, en capacité de dire, bon, alors il y a les œuvres, mais les conditions de diffusion, de réception, de production, elles sont essentielles pour comprendre véritablement comment ces œuvres sont conditionnées et quels impacts elles peuvent avoir et comment on les réapproprie et quelle génération et généricité et quelle généalogie on a entre toutes les œuvres. Et ça m'amène au dernier point qui me semble très important et qui me touche moi chez Escarpit, et c'est pour ça que ça faisait écho à mes révisions et en même temps à cette familiarité que j'ai compris il y a seulement quelques mois grâce à Franck, et je la remercie. Pourquoi j'avais une familiarité un peu bizarre avec ce nom de famille, c'est que par son travail, il fait partie de ces chercheurs en sciences humaines et sociales qui créent des passerelles entre la culture des élites et la culture populaire, qui permettent d'appréhender le phénomène de production culturelle dans une globalité, parce qu'il s'y est intéressé, parce que lui-même il est allé pratiquer, il était universitaire, mais il a voulu toucher du grand public et il a travaillé avec un quotidien pendant des décennies, parce qu'il s'est confronté à d'autres genres, à des genres littéraires et pas seulement à de la production scientifique, et qu'en tant que bibliothécaire, où on est au service, mais pour être leader d'une forme de pluralité de la culture, et que la culture, en France notamment, parce que c'est un combat de décennies, voire de siècles, c'est l'idée qu'on peut analyser les fondements d'une culture populaire, qu'elle peut avoir des constructions complexes, et que parce qu'elle a touché beaucoup de monde, elle mérite autant que la culture des élites d'être approchée, et ça, chez monsieur Escarpit, oui, on peut le dire, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce que non seulement il a porté une analyse sur ces liens vers cette culture-là, après on peut être d'accord ou pas, hein. La question du rapport à l'audiovisuel me semble très intéressante parce que ça interroge cette idée-là, la culture de l'audiovisuel aussi,
dont on peut se demander si elle a vraiment marché ou si elle mute encore aujourd'hui. Elle est connotée aussi très culture de masse, et du coup, c'est pas forcément facile à appréhender. Mais pour un bibliothécaire, d'essayer de tout placer dans le paysage, c'est très important. Et j'en termine par une anecdote personnelle, et vous allez enfin comprendre pourquoi mon allusion répétée. C'est-à-dire que dans le cadre des petits travaux qu'on a lancés, c'était l'été dernier, Franck m'a demandé de mettre à jour un peu la bibliographie de et sur Escarpit. Et donc, j'ai fait mon boulot de bibliothécaire. Alors c'était bien parce que maintenant, étant directeur depuis quelques années, je suis plus directeur que bibliothécaire. Je dois vous dire que ma présence ici, comme ce genre de travaux, pour moi, relève plus de la récréation professionnelle et d'une partie de plaisir, parce que le reste de ma semaine, je suis bien loin de ce genre de réflexion, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Et là, j'ai compris pourquoi ce nom, depuis 20 ans, évoquait quelque chose en moi, mais j'arrive pas à mettre d'image dessus. C'est que en 1984, j'avais 7 ans, et mes parents m'ont abonné à la revue de Bayard Presse qui s'appelait Je Bouquine, qui paraît encore aujourd'hui, qui est un grand succès de cette maison d'édition, et qui proposait tous les mois une histoire originale qui faisait la couverture de cette revue. Le premier numéro était intitulé « L'enfant qui venait des étoiles », et c'est une histoire de Robert Escarpit. Et j'ai compris 20 ans après que je me souvenais de l'histoire, pas forcément du lien avec l'auteur, parce qu'à 7 ans, le nom des auteurs, c'est pas forcément évident, mais c'est pour ça que pendant 25 ans, j'ai vu ce nom dans des bibliographies, je me dis, Escarpit, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Et en faisant la bibliographie, je me suis rendu compte que cette histoire, dont j'encourage la lecture d'ailleurs, parce que Escarpit revisite un personnage clé de l'œuvre d'Isaac Asimov, dont il écrit une sorte un spin-off avant l'heure, en fait, faut dire ce qui est. Et il a refait ça, d'ailleurs 3 ans après, en 1987, toujours dans cette revue, avec une histoire d'enquête dans un environnement totalement différent, dont j'encourage aussi la lecture, puisque à l'époque aussi je l'avais trouvé formidable, et je ne savais pas que c'était de lui, qui s'appelait le Pilfastron. C'était l'histoire d'un fonctionnaire dans un ministère imaginaire, je crois, qui prenait toutes ses décisions avec une petite machine qui permettait d'automatiser le tirage à pile ou face. Et elle fascinait ses collègues, et un de ses collègues a essayé de comprendre quel était le secret de cette machine. Et par ce lien à la littérature jeunesse, qui fait écho avec tout ce que j'ai dit avant, c'est exemplaire, mais je me rends compte que cette personne a contribué à faire des textes qui ont jalonné mon enfance, des choses que je n'ai jamais oubliées, parce que du coup, je n'avais plus sous la main les exemplaires de ces 2 ouvrages. J'ai eu une chance de les trouver, je pense, dans le garage de mes parents, mais je n'ai pas résisté, et il y a 2 jours, je me suis empressé d'aller sur Internet, commander 2 exemplaires d'occasion qui devraient être dans le courant du week-end, dans ma boîte aux lettres, et je retrouverai avec beaucoup de plaisir les histoires de Robert Escarpit qui me permettront de revivre l'enfant du petit garçon de 8-10 ans que j'étais. Voilà. En ce qui concerne M. Cuer, donc responsable ici du service des publics, conservateur d'archives, donc collègue de Grégory, malheureusement, je n'ai pas eu de souvenir d'enfance qui me soit revenu en effleurant le fond Escarpit à la demande de Franck Cormeret. En revanche, ça m'a donné, comme à vous tous, plein d'idées, parce que finalement, c'était ça, finalement, l'homme bouillonnant, c'est qu'il avait des idées, puis il en donnait aux autres. Alors, je crois surtout, en effet, on est parti de là d'ailleurs dans la journée, me semble-t-il, on est parti de Montaigne ce matin. On pourrait presque y revenir parce qu'un homme sans spécialité, finalement, comme lui, qui a cette carrière sinusoïdale, qui a été aussi celle de Mériot d'ailleurs, dans l'université, finalement, n'étant jamais là où on l'attendait, nous invite peut-être pour la suite de ce qu'on aura à faire ensemble, de joindre des réflexions théoriques qui actuellement, chez les historiens, affleurent sur la question du corpus, de la source et du document, et qui se rejoignent petit à petit avec les réflexions, non pas à ma connaissance des philosophes, mais
ça viendra sans doute, mais je connais mal le domaine aussi, mais des techniciens à proprement parler, et en particulier d'un professeur à l'IUT de Troyes, Aurélien Benel, qui vient de publier un article absolument remarquable dans la Gazette des Archives. Alors c'est un organe un peu confidentiel, la Gazette des Archives, mais je l'enverrai à ceux qui le souhaitent, sur un logiciel qu'il a mis au point en tant que spécialiste, Aurélien Benel, de l'informatique documentaire et de l'aide à la traduction. Et c'est intéressant au point de vue, qui est le point de vue du traducteur, et qui est un point de vue individuel avec le texte qu'il traduit, de même que lecteur d'un fonds d'archives, c'est essentiellement une rencontre individuelle. C'est pour ça que la numérisation de masse à laquelle vous faisiez allusion, dont on ne connaît pas exactement l'impact, on essaye de le mesurer, mais on ne connaît pas en vérité, pour nous est moins importante peut-être que la rencontre individuelle. Et Benel, donc dans cet article lumineux, beaucoup plus lumineux que ce que je dis là, a lancé une expérience à 3. Je vais essayer de vous résumer, c'est très concret en fait. L'idée, c'est de mettre en ligne, alors il va commencer ça avec des étudiants de l'IUT de Troyes et mon collègue des archives départementales, sur le thème majeur historique du temps long en Champagne, qui sont les vitraux. Parce que c'est la plus grande concentration de vitraux de France, cet endroit-là, et en même temps, la France est, comme vous le savez, la plus grande concentration de vitraux d'Europe. Et par conséquent, on est au cœur du problème des vitraux là-bas. Et l'expérimentation qu'il tente, et je voudrais bien savoir où elle en est, c'est de rapprocher et de mettre en ligne des corpus extrêmement différents, pouvant documenter les vitraux qui sont des choses précises dans le paysage quand ils subsistent. Parce qu'il y a le problème des vitraux qui ont disparu et qui sont attestés par la trace. Mais quand ils subsistent, c'est-à-dire que le vitrail existe encore, et on peut savoir des choses sur tel vitrail précis à travers le corpus publié par les monuments historiques là-bas, qui est extrêmement fouillé et détaillé, hein, comme d'habitude, un corpus d'archives tout à fait inconnu, local, qui était, je crois, les inspections des directeurs d'archives au XIXe siècle, quand ils faisaient leur tournée là-bas, ils tombaient sur un vitraillier qui le décrivait, et puis 2 ou 3 autres corpus que j'ai oubliés, l'idée étant de mettre en ligne ces masses d'écrits, ça aurait intéressé Escarpine, je suis sûr, et d'inviter l'internaute à faire individuellement et à toute petite échelle, en fait, des liens précis au niveau le plus bas, ce qu'on ne fera jamais dans l'univers documentaire, parce qu'on a trop de masse à gérer, en fait. Pour indexer les livres et les archives, c'est une entreprise terrifiante, en fait, en réalité. Mais là, l'idée, c'est qu'à partir de ces corpus qui ont été consultés par sans doute quelques exaltés, j'imagine, ou amateurs, ou des gens très différents, on aura trace informatique de liens établis entre de tout petits éléments très bas d'information. Et ces traces-là peuvent être finalement comparées à ce qu'est l'intelligence individuelle. Et au fond, c'est un peu l'exact inverse des tentatives d'indexation de masse que nous vivons en ce moment dans les archives, d'indexation de noms de famille. Ils sont en train de prendre une proportion telle que si vous tapez le nom d'une famille quelconque, la vôtre par exemple, et que vous cherchez des documents d'archives, justement anciens sur leur sujet, eh bien 9 fois sur 10, vous tombez sur des documents qui n'ont strictement aucun rapport avec votre généalogie propre. Certaines entreprises commencent à vendre des logiciels capables d'e-learning et de choses que je ne comprends pas bien, qui en fait, je pense, vendent un certain nombre d'erreurs dans ce domaine-là et ne permettent pas à la personne qui tombe sur des documents originaux de savoir que c'est les bons. Et en fait, cette approche de l'informatique documentaire très différente, là, qui affleure à 3, je la verrais bien peut-être participer à votre projet, d'autant que Aurélien Benel est un homme charmant. Ça vous applaudit aussi.